Bonjour à tous. Contre-courant est de retour pour une nouvelle saison de débat aux côtés d'Alain Badiou. Nous sommes particulièrement heureux de l'entamer aujourd'hui en présence de l'économiste que le monde entier désormais s'arrache, Thomas Piketty, directeur d'études à l'EHESS, professeur à l'École d'économie de Paris. Son livre « Le capital au XXIe siècle » a connu un grand écho, comme on le sait, il y a un an en France. C'est toutefois aux États-Unis, au printemps dernier, qu'il a battu tous les records, rendant même aux Américains le goût de la production intellectuelle française. Votre analyse de l'explosion des inégalités au niveau mondial, votre description du poids grandissant de l'héritage par rapport aux revenus issus du travail et vos pistes pour y remédier intéressent aujourd'hui de nombreux gouvernements dans le monde. Michelle Bachelet au Chili s'en est réclamé. Le secrétaire d'État au Trésor américain vous a reçu, ainsi que différents collaborateurs de Barack Obama. L'État chinois, dit-on, vous allez nous préciser ce point, vous a même invité à aider ses universitaires à travailler sur la question des inégalités. J'ai une première question à vous poser, Thomas Piketty. L'Élysée français vous a-t-il enfin reçu, oui ou non? Non mais moi, on n'écrit pas des livres pour les hommes politiques, hein, on écrit des livres pour les gens qui lisent des livres. Donc si les hommes politiques se trouvent qui lisent des livres, ils en font partie aussi, mais je suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Et dans tous les cas, ce sont des lecteurs comme les autres. Et moi, je m'adresse pas aux gens qui nous gouvernent. Je m'adresse à nouveau à tous ceux qui lisent des livres. Je crois dans le pouvoir des livres et des idées, dans le débat. Comment Après, expliquez-vous néanmoins que les dirigeants étrangers s'intéressent davantage à vos travaux que les nôtres? je suis pas sûr qu'ils s'intéressent plus réellement que les nôtres. Enfin, à nouveau, moi, c'est pas mon problème. Je veux dire vraiment, vraiment. Enfin, le livre, il est écrit pour tous ceux qui lisent des livres et je pense que les responsables politiques sont beaucoup plus souvent les esclaves de l'opinion dominante que le contraire et que ce qui compte, c'est la formation des idées. Les personnes après qui jouent tel ou tel rôle, très franchement, moi, c'est pas ma tasse de thé, hein. Alain Badiou, à quel moment avez-vous découvert et lu le livre de Thomas Piketty? À peu près, à peu près au moment de sa parution. Le Capital du XXIe siècle, c'est tout de même un titre attractif, surtout quand on a déjà entendu dire que c'était à la hauteur de son titre, voilà. Et donc, c'est un livre que j'estimais pratiquement devoir lire, hein. Ça n'arrive pas tellement souvent, mais dans ce champ-là en particulier, alors que j'ai un rapport depuis toujours difficile à l'économie technique, à l'économie de la systématique dominante, j'ai lu ce livre. Je vais, dans notre débat, dire pourquoi est-ce que j'en ai tiré, mais je l'ai lu presque tout de suite. Thomas Piketty, en effet, vous vous inspirez de Marx à travers ce titre, dont vous n'êtes pourtant pas indisciple, puisque vous ne croyez pas à la nécessité d'une révolution mondiale, mais plutôt à une réforme, d'ailleurs, qui passerait possiblement La révolution peut être utile parfois, hein. Enfin, mais allez-y. On va y revenir alors, qui passerait une réforme mondiale, notamment fiscale, puisque vous allez jusqu'à émettre l'idée dans ce livre d'un impôt mondial. Vous allez jusqu'à en esquisser les lignes. Vous, de votre côté, alors vous réclamez de l'idée communiste, mais vous n'êtes pas davantage, ce qui d'ailleurs peut choquer le sens commun de certains, vous n'êtes pas davantage marxiste. Donc peut-être que vous pourriez commencer par préciser tous les deux quel est votre rapport à la pensée de Marx exactement. Bon, le livre de Marx est pareil en 1867, là, le livre là en 2013, 2014 en anglais. Bon, il s'est passé tellement de choses, c'est pas du tout, c'est forcément, on est tous, tout le monde de façon positive ou négative est marqué par Marx, mais après, c'est forcément des façons d'écrire et des façons de se poser des questions qui n'ont rien à voir. Donc moi, j'écris d'abord un livre qui est un livre sur l'histoire des revenus et des patrimoines. Moi, je me vois pas particulièrement comme économiste, je me vois plus comme chercheur en sciences sociales. Je pense que on a perdu beaucoup de temps en sciences sociales dans des conflits de chapelle entre économistes, historiens, sociologues qui ne sont pas forcément beaucoup avancé les choses. Donc, moi, j'écris voilà, un siècle et demi après Marx, j'ai un siècle et demi de recul historique supplémentaire. J'essaye de raconter cette histoire des revenus et des patrimoines qui s'est déroulée depuis la Révolution industrielle. L'histoire que vit Marx en direct,
elle en fait partie, c'est-à-dire que Marx, il écrit aussi du point de vue d'une certaine situation sociale, une situation qui est marquée par une immense stagnation des salaires, voire régression dans certains cas des salaires ouvriers de 1800 à 1860, alors que les profits industriels explosent, alors que la croissance, le PIB, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, explose. Et forcément, ça nourrit une bonne partie des analyses des années 1840, 1850, 1860 sont marquées par cette montée extrême des inégalités. Vous avez une misère urbaine plus voyante et plus terrible encore par certains côtés que la misère rurale des sociétés d'ancien régime, et avec une tentative de certaines élites économiques, financières, politiques de nier ça. Donc j'ai à la fois une sympathie par rapport à cette démarche qui est quand même de partir d'une réalité profonde de son époque, et en même temps des différences de méthode, d'approche. Mais je pense que par rapport à toutes les tentations qu'on a aujourd'hui chez une bonne partie des élites économiques, financières, politiques, et notamment des économistes, de nier ce niveau insoutenable que peuvent atteindre certaines concentrations des richesses, exactement comme à la fin du 19e siècle et dans les années qui mènent à la Première Guerre mondiale. Je pense que l'attitude de Marx est une attitude qui ne peut pas être rejetée en bloc, qui est une attitude intéressante. Après, moi personnellement, j'ai quand même eu du mal à lire Marx jusqu'au bout. Je trouve que le type d'écriture, le type de matériau n'est pas, c'est vraiment très très différent de ce que j'écris. Oui, une chose qui m'a toujours frappé, dans la mesure où je me considère quand même comme marxiste, contrairement à ce que vous dites d'un certain point de vue, c'est une conception de l'économie qui s'intègre en une vision en quelque sorte plus complexe et plus large, et que je retrouve tout de même chez vous. Je voudrais rappeler que Thomas Piketty propose d'inscrire son entreprise dans une visée politique, normative et sociale, et que donc ce n'est pas de l'économie pure, comme il vient de le rappeler d'ailleurs. Or, Marx non plus, à la fin des fins. À la fin des fins, l'intérêt ultime de Marx, qui a pourtant consacré des heures de travail considérables au bâti de son œuvre économique, n'est pas l'économie. Le titre lui-même, c'est critique de l'économie politique. C'est pas un traité d'économie politique, c'est la critique de l'économie politique. Et donc, ce qui m'intéresse aussi dans le livre de Thomas Piketty, c'est l'inscription d'une vision qui polarise quand même le livre comme un livre d'histoire, en effet, mais comme un livre d'histoire pouvant servir aussi de référent ou d'horizon à des entreprises de transformation. Et c'est ce lien entre cette convergence de multiples disciplines, l'économie, mais l'histoire, mais la sensibilité littéraire. J'aime beaucoup l'utilisation, en fait, des discours de Vautrin. Ils sont en bonne compagnie avec les économistes classiques. C'est tout cela qui me séduit dans ce livre, avec, malgré tout, une vision générale qui se veut normative et non pas simplement descriptive, non pas simplement analytique. Or, pour moi, le marxisme signifie en effet un type de sensibilité, d'engagement, qui met à son service une connaissance positive extrêmement étendue, mais qui n'en fait pas la finalité véritable de l'écrit, du livre. Le livre lui-même doit servir à autre chose. De ce point de vue-là, pour autant que je suis marxiste, je le suis, me semble-t-il, un peu comme Marx lui-même, et un peu comme Thomas Piketty aussi. Ce qui n'interdit pas, nous le verrons, des divergences sur bien des points, mais c'est le même type de référence qui n'est ni dogmatique finalement, ni obéissante, ni méprisante. En matière de transformation sociale, Thomas Piketty, à l'instant, vous soulignez que finalement, peut-être l'idée de révolution n'était pas entièrement à rejeter. Donc, on va peut-être commencer par préciser ce point, parce que c'est vrai que pour le reste, vous avez toujours affirmé croire en l'économie de marché, partager les valeurs de la social-démocratie et du réformisme. J'ai retrouvé une interview de 2013 au moment de la sortie de votre livre qui avait été faite par Mediapart justement, et dans laquelle vous disiez: j'appartiens à une génération pour laquelle les affrontements capitalisme et communisme sont derrière nous. En fait, vous considériez que l'idée communiste n'était même pas, à vrai dire, répulsive, mais était simplement, à vos yeux, remisée, en fait, dans une espèce d'arrière-garde historique. Alors peut-être que vous pouvez commencer par préciser ce rapport que vous avez à la Révolution.
Oui, l'idée communiste sous sa forme soviétique, mais il y en a d'autres, et il y a d'autres révolutions, et il y en aura d'autres à Hong Kong ou ailleurs aujourd'hui. Enfin, c'est pas l'histoire ne s'arrête pas avec la chute du mur et la fin de l'Union soviétique. Simplement par rapport à cet affrontement-là, effectivement, moi j'ai eu 18 ans en 1989, j'étais jeune élève à l'ENS, j'écoutais à la radio l'effondrement un à un des dictature communiste. J'ai fait partie d'une génération qui j'ai pas eu le temps d'avoir une tentation communiste, disons. Donc c'est ce que je voulais dire là. Mais après la réforme, la révolution, bon, moi mon histoire de l'inégalité, mon histoire des revenus, des patrimoines, mon histoire de l'impôt aussi, c'est pas une histoire où voilà, un paisible socialisme électoral conduit au progrès social. Hein. C'est une histoire qui est beaucoup plus chaotique que ça. Hein. C'est-à-dire que c'est une histoire où la Première Guerre mondiale, la Révolution bolchevique, la Grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale jouent un rôle central. Et donc, c'est une histoire où l'idéal du socialisme électoral menant à des réformes graduelles est battu en brèche. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux pour la suite et que je veux dire, si on peut amener le même progrès social de façon apaisée, sans guerre, avec un nombre minimum de violence, c'est plutôt mieux que moyen. Maintenant, est-ce que c'est possible? C'est votre ambition présente, en tout cas. C'est l'ambition de tout le monde. Je crois que tout le monde préfère réussir les changements avec moins de violence. Maintenant, est-ce que c'est possible? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'histoire qu'on a sous les yeux, prenons l'histoire de l'impôt progressif sur le revenu. En France, en 1920, ce sont les mêmes groupes politiques de droite, hein, c'est la chambre la plus à droite de l'histoire de la République, qui finit par accepter un impôt sur le revenu avec un taux sur les revenus plus élevés de 60%. Ce sont les mêmes députés qui, en 1914, refusaient d'introduire l'impôt sur le revenu avec un taux de 2%. Et c'est finalement uniquement pour payer pour la guerre qu'ils acceptent de voter cet impôt à 2%, et ça leur paraît déjà hallucinant. Et en 1920, les mêmes personnes votent l'impôt. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est pas seulement que la guerre a mis les finances publiques dans un état terrible, c'est que la révolution bolchevique a totalement changé le paysage intellectuel. Et beaucoup d'élites se disent, bon, après tout, l'impôt progressif, finalement, c'est peut-être mieux que la révolution. Donc l'existence de ce contre-modèle communiste a joué un rôle absolument central dans l'histoire que je raconte. Et à l'inverse, l'effondrement du modèle soviétique a fait rentrer le monde dans une phase de foi démesurée dans des marchés autorégulés, dans le capitalisme. Et moi, il y a deux événements politiques qui m'ont beaucoup marqué comme jeune étudiant. Il y a la chute du mur, mais la première guerre du Golfe, hein, j'étais là en deuxième année ou troisième année à l'ENS, et cette façon dont, d'ailleurs parce que l'Union soviétique chutait, les pays occidentaux ont envoyé sans coup férir 1 million d'hommes de troupes pour aller rendre le pétrole aux Émirs. Disons que c'est une expérience marquante, parce que dans une époque où on vous explique ensuite que l'État ne peut rien et que la puissance publique ne peut rien faire face aux paradis fiscaux qui sont surpuissants, et on voit la puissance publique capable d'envoyer 1 million d'hommes de troupes pour rendre le pétrole plutôt aux mauvaises personnes. Enfin, en tout cas, il me semble que le degré de concentration des richesses pétrolières au Moyen-Orient, je fais un moment dans le livre la comparaison entre le budget disponible pour les écoles d'Égypte, pays de 90 millions d'habitants, moins de 5 milliards de dollars, et les recettes disponibles dans les Émirats pétroliers, plus de 500 milliards de dollars à quelques centaines de kilomètres de là. Et je pense que le cours naturel des choses, si tant est qu'il y ait un cours naturel des choses dans une région pareille, aurait évidemment été la redistribution par les armes, par la révolution, et seule une protection militaire occidentale a fait que les choses se sont maintenues en l'état. Donc vous voyez que cette histoire que je décris est tout sauf une histoire où le paisible socialisme électoral conduit. C'est une histoire violente parce que ces inégalités sont violentes, et parce que c'est violent que 90 millions de personnes en Égypte vivent dans la misère alors que d'autres. Donc nous on est là à essayer de récupérer quelques miettes pour nos clubs de football de la part des fonds pétroliers en question. Bon, c'est très bien, mais on contribue à perpétuer un état d'inégalité. Donc, je prenais juste ces exemples pour illustrer que, bon, ma vision des choses est un peu plus nuancée que ce que... C'est même, à vrai dire, oui, c'est même un des paradoxes, en fait, de ce livre, peut-être. C'est vrai qu'on a le sentiment, à vous lire, que seules les périodes de guerre, de violence extrême, sont à mesure de porter un coup d'arrêt, ou de ralentir, du moins, l'explosion des inégalités, et de rétablir une espèce d'équilibre entre capital et travail. Et cependant,
vous militez pour des politiques publiques qui seraient extrêmement volontaristes, et vous voulez garder cette foi dans après le les guerres, réformisme. après les guerres et après les révolutions, il faudra bien faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est le paradoxe de votre propos. Je suis pas sûr que ce soit si paradoxal, parce que après les guerres, après les révolutions, il faudra bien faire quelque chose. Il faudra l'organiser, cet État, il faudra les organiser, ces politiques publiques. Donc c'est vrai que la lutte peut pas être une finalité en soi, elle peut être un moyen, elle peut être nécessaire, mais après il faut l'organiser, cet État. Et peut-être que quand même une des erreurs, disons, en tout cas dans l'expérience soviétique et dans les expériences communistes en Europe et en Europe de l'Est, ça a été quand même parfois de assez peu réfléchir à la suite et de comment on allait organiser l'État, parce qu'il faut la propriété privée, c'est très bien de l'abolir, mais ensuite comment on organise, il y a différentes formes de propriété publique, il y a différentes formes d'organiser la décentralisation, l'émancipation individuelle, la prise de contrôle. Je pense que les vrais débats, au-delà de l'impôt, de la fiscalité, qui est pour moi plus un facteur de transparence que simplement un facteur fiscal en tant que tel. Mais ensuite, cette transparence, il faut qu'elle soit au service d'une réappropriation démocratique par les acteurs, par les salariés, par toutes les formes de propriété intermédiaire entre la propriété strictement privée, la propriété publique, tout ce qui se joue actuellement dans les médias, par exemple, est très intéressant de ce point de vue-là. Donc, tous ces débats sur le dépassement de la propriété capitaliste, ils sont pas morts avec la chute du mur, et ils sont devant nous. La page est blanche, enfin pas tout à fait, mais ça ne fait que commencer. Alors Mathieu. Oui, ouais, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais intervenir à propos de votre livre. Le premier, je suis quand même très intéressé par la méthodologie qui consiste quand même à désigner un point analytique et théorique central, et à tenter de voir comment toute une série de phénomènes séquentiels ou historiques, je ne dis pas en découlent, mais en sont quand même des illustrations obliques, possibles et concrètes. En vérité, dans le marxisme que nous avons appris à l'école, la contradiction principale se formulait soit comme de façon élémentaire comme contradiction entre le capital et le travail, soit de façon plus sophistiquée comme contradiction dans les modes de production entre finalement l'organisation sociale ou le mode de production et le développement des forces productives. Alors, vous proposez, je schématise nécessairement, mais vous proposez un angle d'attaque qui est tout à fait intéressant, qui est plus proche ce qu'on pourrait appeler un paradoxe du capitalisme lui-même, finalement. Les contradictions dont on parlait sont soit immédiatement sociales, comme entre capital et travail, ou à dimension d'une histoire monumentale, si je puis dire, c'est-à-dire la théorie des modes de production et la contradiction entre forces productives et rapports sociaux de production. Vous constatez, enfin vous établissez en même temps, enfin vous constatez et vous établissez que au cœur de l'affaire, il y a quelque chose d'assez surprenant, en définitive, qui est la constante supériorité du taux de profit sur le taux de croissance. Alors là, on peut un point technique, donc au long cours, vous établissez que le taux de profit oscille entre 4 et 6%, et que le taux de croissance oscille entre 1 et 2. Et vous faites, c'est votre expression, de cette disharmonie, si je puis dire, entre taux de profit et taux de croissance, un élément que vous appelez, au fond, le principal paradoxe du capitalisme, puisque son aboutissement, c'est que il y a une logique générale qui, petit à petit, transforme inévitablement les entrepreneurs en rentiers. C'est-à-dire qui fait que le côté patrimonial du capitalisme se reconstitue sans cesse, et alors évidemment que toute la propagande pro-capitaliste est une propagande entrepreneuriale, production des richesses, valorisation du capital au profit de tous, etc. Ce qu'on constate, c'est que quand même, il y a une espèce de primauté, direz-vous dans un langage un peu deleuzien, de primauté du stock sur le flux, enfin quelque chose comme ça, de primauté de la stabilisation patrimoniale sur l'élan entrepreneurial. Ça, c'est très intéressant. C'est une description très intéressante. Enfin, moi, je l'ai trouvée assez frappante. Et alors, à partir de là, vous sautez quelque chose auquel
je suis très attaché moi-même, mais pour des raisons entièrement différentes, qui n'ont rien à voir. C'est cette convergence abstraite qui me mobilise. Parce que, en définitive, l'histoire que vous décrivez est aujourd'hui dans une phase qu'on pourrait dire, en quelque manière, régressive. C'est-à-dire, depuis les années 80, nous avons, et vous l'étudiez de très près et de façon démonstrative, nous avons en quelque sorte un processus de retour dans un contexte général complètement modifié. L'extension, les nouvelles nations émergentes, etc., les rapports internes au capitalisme sont entièrement différenciés, mais néanmoins, sur le point qui vous sert de fil conducteur, c'est-à-dire la question des inégalités, on a, et vous le démontrez de façon extrêmement précise, on a un élément de retour. Je cite là, parce qu'il faut tout de même donner aussi aux auditeurs quelques repères internes, ils n'ont pas forcément tous lu le livre. Vous nous expliquez, par exemple, de façon détaillée, que le fait que les inégalités se transmettent de façon essentielle par le biais de l'héritage et du patrimoine était largement dominant au XIXe siècle, c'était une situation de fait établi, qu'ensuite il y a une longue séquence où ça n'est plus à proprement parler vrai, mais vous dites ça le redevient vrai aujourd'hui, et ça a comme conséquence immédiate qu'en 2008, le niveau des inégalités est redevenu ce qu'il était avant la crise de 29. De même, vous indiquez que, je vous cite là aussi, que les cohortes nées dans le dernier tiers du siècle sont soumises au poids de l'héritage presque autant que celles du XIXe siècle ou du XXIe. Et donc, l'histoire que vous nous décrivez, et c'est très frappant quand on la voit comme un panorama, et pas simplement dans sa démonstration analytique, c'est une histoire dans laquelle tout se passe comme si un certain type de capitalisme, dans lequel justement la logique de la primauté patrimoniale s'inscrit dans le fait que le taux de profit est très supérieur au taux de croissance, et la transmission du privilège inégalitaire par le biais de l'héritage, donc toute une vision en quelque sorte romanesquement classique du capitalisme, est en train de se recomposer dans un contexte sans doute différent, mais pour la question qui vous occupe, elle se recompose. Bien. Donc nous avons un retour en arrière, malgré tout, puisque vous n'êtes pas partisan de ce retour, vous n'êtes pas partisan de la restauration du système inégalitaire antérieur. Et alors, en définitive, et comme vous l'avez rappelé là, la séquence intervallaire, la séquence entre les deux, entre cette constitution de l'inégalité capitaliste primordiale et ce retour à cette constitution patrimoniale de l'inégalité capitaliste primordiale, toute la question est tout de même de l'éclairer, du point de vue y compris de l'action, de la représentation, de l'intention, la question est de l'éclairer, et on est obligé pour ce faire de constituer en réalité la séquence entre deux, si je puis dire, comme une séquence qui, au regard de la logique du capitalisme telle que vous l'épinglez à travers la différence entre taux de profit et taux de croissance, apparaît comme une exception, apparaît comme un bouleversement exceptionnel. Vous dites d'ailleurs que, par exemple, la séquence entre 50 et 1950-1975 est une exception. Elle n'est pas paradigmatique, si je puis dire, puisqu'elle est sous condition, comme vous le rappelez tout à l'heure, des guerres, des révolutions, etc. Alors moi, je voudrais je suis entièrement d'accord avec tout cela, d'abord parce que vous le démontrez, donc pas être en désaccord, mais ensuite parce que je suis parvenu moi-même à une vision historique du même ordre, c'est-à-dire à la conviction qu'il y avait une séquence générale qui entrait dans sa clôture autour des années 80, en effet, non pour le système des raisons que vous détaillez et qui viennent consolider ce qui n'était au fond pour moi qu'une sorte d'impression, mais précisément parce que, comme vous venez de le mentionner, et ça figure aussi dans votre livre, parce que entre les deux, il y a eu alors une exception d'un autre type. Une exception politique, une exception révolutionnaire, une exception qui a proposé une représentation générale de la société organisée de façon différente. Et finalement, votre livre nous dit quand même ceci: à partir du moment où cette
exception singulière qui était de caractère idéologico-politique et qui avait ses appuis d'études économiques propres dans le marxisme classique, etc., s'est effondrée, la nature organique du capitalisme réapparaît finalement. C'est quand même ça la vision générale. Et cette nature organique du capitalisme, elle est effectivement centrée en définitive sur la propriété privée et sa transmission familiale sous différentes formes. C'est-à-dire, elle constitue, elle reconstitue une classe privilégiée, extrêmement privilégiée dans ses strates les plus élevées, qui, d'autre part, est une classe, en vérité, largement héréditaire à la fin des fins. Puisque la part du patrimoine paraît finalement, en fin de compte, l'emporter sur la part des valorisations du capital de type productif. Alors, il me semble quand même que tout ceci n'est pas réductible au simple mouvement des lois économiques, puisque des dimensions proprement événementielles interviennent avec une force considérable, comme vous le rappelez, et non seulement des formes événementielles, mais des forces idéologico-théoriques, d'une amplitude et d'une massivité, en quelque sorte historique, considérable. Et non, j'ai l'impression qu'il y a un contraste, enfin, moi je lis ce contraste entre, comment dirais-je, le côté structural et quelque peu massif et épique de la description que vous faites de l'histoire du capital, où on voit bien qu'un mouvement foncier de création et de recréation inégalitaire se développe, puis s'interrompt pendant un temps pour des raisons extrêmement complexes d'ailleurs et variées, mais finalement selon un registre suffisamment exceptionnel pour que quand on est débarrassé de l'obstacle que constituait l'idée communiste, appelons-le comme ça, quand on est débarrassé de cet obstacle, eh bien, les affaires peuvent reprendre comme avant. Les affaires peuvent reprendre comme avant. Et alors, je trouve qu'il y a un contraste entre ça, qui est un diagnostic que je partage. Il m'arrive quelquefois de dire que nous sommes revenus, en réalité, je recule plus que vous, enfin, aux années 1840, je dirais quelque chose comme ça, c'est-à-dire au moment où tout est à recommencer, finalement, puisqu'il faut reconstituer une vision hétérogène, en faisant le bilan de ce qui s'est passé. Alors ça, cette vision large, et puis les propositions, alors pour reprendre votre vocabulaire, les visées politiques, normatives et sociales qui soutiennent vos derniers chapitres, et qui me paraissent, au regard même de la description que vous proposez, décevantes. Parce que, en vérité, un impôt progressif et mondial sur le capital, c'est une idée d'une extraordinaire abstraction tant qu'elle n'est rapportée à aucun espace politique possible. Alors, c'était la question que je vous poserais finalement. Votre livre ne dit pas du tout que la politique, l'histoire, les guerres, les révolutions sont insignifiantes dans cette histoire, absolument pas, au contraire, mais comme d'une certaine manière, lorsque tout cela a fait son temps et que les choses reprennent un tour d'expansion capitaliste planétaire, finalement, eh bien, on a la déception de voir que les méthodes de régulation, etc., semblent très improbable, quoi. Très improbable, parce que qui peut décider vraiment, dans les conditions du présent, d'un impôt progressif mondial sur le capital, selon quel paradigme politique, etc. Tout ça est laissé dans l'obscurité. Et en plus, quand vous donnez des perspectives d'ensemble, je terminerai là-dessus, objectives, c'est-à-dire quand vous dites, quand vous entrez dans la supposition, par exemple, que les puissances émergentes aient fini le travail de rattrapage d'ici un certain nombre de décennies, vous dites que le résultat sera une situation à peu près comparable à celle de la France, avec des taux de croissance avoisinants ou même inférieurs à 1%, et pas du tout les grandes et glorieuses performances économiques des États-Unis ou de l'immédiate après-guerre. Donc c'est une promesse pauvre tout de même, ça. C'est une promesse qui n'est pas enthousiasmante. Voilà. Et votre analyse est épique, mais votre conclusion ne l'est pas. Peut-être pour résumer la question d'Alain Badiou pour ceux qui nous écoutent, maintenant que le bloc, en définitive communiste, s'est effondré, qu'est-ce qui peut encore faire peur aux capitalistes? Qu'est-ce qui peut freiner l'expansion du capital que vous ne cessez de décrire d'ailleurs dans ce livre sur une longue période historique?
Oui, il faudra des luttes, hein, ça va pas se faire comme ça. Moi, j'ai jamais dit que ça allait se faire comme ça. Je veux dire que l'histoire, moi, j'essaye surtout d'analyser l'histoire passée hein, dans ce livre, et c'est vrai que j'ai pas la prétention d'analyser les mouvements sociaux et politiques futurs, mais j'écris dès l'introduction, dès les premières lignes de l'introduction. Voilà, l'histoire invente toujours ses propres voies, et je suis pas là pour dire les voies qu'elle prendra ensuite. C'est peut-être d'autres livres, je sais pas. Mais là, c'est pas vraiment l'objet du livre, mais en tout cas, je suis parfaitement d'accord que les choses ne vont pas se faire comme ça. Rien dans l'histoire passée suggère que, à nouveau, un paisible processus électoral va conduire, comme par enchantement, à ces solutions. Il n'empêche qu'il me semble pas inutile d'y réfléchir. Et donc refuser de réfléchir à cette solution au motif qu'il va falloir des luttes, des mouvements d'une ampleur considérable pour y arriver, me semble être une attitude un peu, comment dirais-je, conservatrice, puisque c'est souvent l'attitude des conservateurs, consistant à dire tout ça est utopique, tout ça n'arrivera pas, donc n'y réfléchissons pas. Je pense que c'est quand même utile d'y réfléchir. Pour le bilan du siècle passé, alors là, je suis parfaitement d'accord sur cette importance considérable du contre-modèle communiste. Et vraiment, je l'écris à chaque ligne, à chaque chapitre. Enfin, elle est là. Moi, je suis très marqué quand même dans toute ma réflexion sur l'étude de la France d'avant 14. Hein, il faut bien voir ça. C'est-à-dire que cette espèce d'illusion républicaine par laquelle les élites françaises, économiques, financières, politiques, économiques, nous expliquent que la Révolution française ayant été accomplie, on a besoin de rien d'autre, pour résumer. L'étude de cette période est fascinante, parce qu'on a en vérité un degré de concentration des fortunes, de concentration des richesses, un processus de spirale inégalitaire qui mène à la guerre, et qui, je pense, n'est pas non plus sans rapport avec la guerre. Je pense que les tensions sociales internes très fortes aux sociétés européennes contribuent évidemment à cette montée du nationalisme des tensions. Donc je suis très marqué par l'étude de cette période, et rien dans cette expérience ne suggère que les solutions que je décris à la fin du livre vont se faire de façon paisible. Enfin, donc là, il y a un malentendu. Je crois que je suis... Quand je parle du Moyen-Orient, ou quand je parle des relations commerciales qu'on continue d'avoir avec des paradis fiscaux, avec la Suisse, tout ça, à aucun moment je ne laisse entendre que tout ça va se faire de façon apaisée dans un cabinet ministériel. Enfin, je crois pas, hein, vraiment. Donc, je suis parfaitement d'accord. Alors après, est-ce que pour autant je suis capable d'indiquer dans ce livre la forme que prendront ces mouvements sociaux et politiques? Non, c'est vrai, j'avoue, le livre ne fait pas ça. Le livre ne fait pas ça, mais il n'en nie absolument pas l'importance. Mais je suis d'accord. Je ne vous imputais pas de prétendre que les choses allaient se passer dans la douceur. On a plutôt l'impression, quand on arrive à la fin de votre livre, qu'elles vont pas se passer du tout. C'est plutôt ça le problème. Et pour une raison quand même importante, c'est que, en définitive, ayant procédé à cette description dans la figure du retour, on pourrait attendre que vous proposiez que, idéologiquement aussi, il y ait un retour. C'est-à-dire que, finalement, puisque la logique capitaliste de l'explosion des inégalités, de sa constitution patrimoniale, de sa transmission par l'héritage, etc., nous ramène descriptivement, invinciblement, justement à la période qui vous a tant marqué, la période et que vous décrivez dans des termes que j'approuve absolument, c'est-à-dire cette espèce d'illusion plaqué sur une situation d'inégalité monstrueuse, etc. Si on revient là, mais peut-être faut-il revenir aussi, et symétriquement, à ce qui s'y est opposé à l'époque. Pourquoi ne serait-ce pas la contradiction elle-même qui aurait à revenir? Pourquoi ne poussez-vous pas l'analyse jusqu'à ce point-là? C'est ça qui m'étonne, parce que, d'une certaine manière, on attendrait que, ayant aussi fortement et aussi pleinement indiqué le mouvement par lequel, au fond, non seulement la pratique, mais l'idéologie, les thèmes, la justification absolument du capitalisme patrimonial qu'il donne à lui-même, la conviction qu'il est le monde, le seul monde valide, exactement comme la Troisième République le pensait, que tout ça revient. Et donc, le communisme devrait revenir aussi. Oui, mais pas le même. Pas le même, oui. Moi, j'essaye de réfléchir au suivant, c'est-à-dire que quand je pense les limites très fortes qui doivent être imposées à la propriété privée et à son pouvoir absolu, peuvent prendre plusieurs formes. Donc il y a toutes les formes qui relèvent d'un partage du pouvoir, d'un nouvel équilibre du pouvoir entre les salariés, les actionnaires. C'est très bien. Il ne faut pas sous-estimer complètement la forme fiscale. C'est-à-dire que quand vous avez, si le taux d'imposition sur les patrimoines les plus importants
peut atteindre, je mentionne, 10% par an. Ça veut dire que la propriété, c'est le droit de propriété lui-même qui est remis en cause d'une façon très, très redoutable. Et puis, s'il faut que ce soit 20%, 30%, allons-y. Mais de façon permanente chaque année, ça veut dire que c'est le droit de propriété lui-même qui est limité dans le temps, et surtout sa pérennité dans le temps, parce que 10% par an, au bout de 10 ans, il n'y a plus de propriété. Donc ça veut dire que la pérennité dans le temps du pouvoir que confère la propriété peut être remise en cause d'une façon extrêmement radicale, et je pense en particulier que c'est beaucoup plus radical, par exemple, que les discussions sur les questions de répudiation de dette publique, qui ne font peur à aucun milliardaire, parce qu'aucun milliardaire ne détient rien en dette publique. Donc c'est autrement plus radical de parler d'impôt progressif sur le capital que les propositions pseudo-radicales que j'entends ici ou là sur la répudiation de la dette. Donc, enfin, parlons-en, mais je crois vraiment que... oui, tout ça va pas se faire naturellement, mais ça n'empêche pas de réfléchir à la suite, la façon dont on veut organiser la propriété, la fiscalité dans un cadre nouveau. Les différentes formes de propriété, c'est sans doute la question qui n'est pas suffisamment approfondie dans le livre. Je le dis à la fin. Je pense que le vrai enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'on a ces mots qui paraissent un peu datés sur l'économie mixte, en fait, c'est un chantier d'avenir. C'est-à-dire qu'arriver à trouver toutes les différentes façons de dépasser la propriété au sens de la société par action, c'est un enjeu dans tous les secteurs d'activité humaine, dans l'éducation, dans la santé. Maintenant, les réponses qui seront apportées pour permettre une véritable émancipation individuelle ne seront pas les mêmes dans les différents secteurs d'activité. Les formes, les statuts juridiques, les fondations, les différentes sociétés, les administrations publiques, on va pas refaire exactement la même chose qu'en 1917 ou dans l'expérience soviétique. Donc moi j'ouvre cette discussion, j'essaie de l'ouvrir sur les différentes formes de propriété et sur la régulation, quoi qu'il arrive, de la quantité de propriété qu'une personne peut détenir et faire en sorte qu'elle ne puisse pas se perpétuer dans le temps. Voilà, cette discussion n'est couverte à la fin parce que je pense que j'aurais été gêné d'arrêter le livre à la fin de la partie 3, mais je reconnais bien volontiers que la partie 4 n'est qu'au mieux qu'une introduction superficielle à ce que devrait être une perspective pour l'avenir. Vous faisiez mention à l'instant des critiques du côté de l'extrême gauche, enfin de la gauche radicale du moins, de cette question du défaut sur la dette. Et c'est vrai que du côté de la gauche radicale, certains vous reprochent, Thomas Piketty, de vous attaquer en effet à la question des inégalités, ça incontestablement, mais de le faire sans toucher, par exemple, au fondement actuel de l'Europe, de l'Union européenne, sans véritablement vous attaquer à la question de la libre circulation des capitaux, à ce type de questions, et finalement de vous cantonner au sein donc de chaque État à une amélioration des conditions de la fiscalité, et certains vous reprochent, oui, en quelque sorte, de vous cantonner à cette rustine fiscale. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je pense que c'est beaucoup plus radical de faire l'impôt progressif sur le capital privé que je décris que toutes les répudiations de la dette publique du monde. C'est beaucoup plus radical et c'est beaucoup plus dangereux pour la propriété privée. Et là, je pense que ce serait une erreur de perspective complète de s'imaginer que voilà la répudiation de la dette, c'est très bien, sauf que les patrimoines importants, les milliardaires qui dirigent l'économie ne possèdent pas de dette publique. Ils possèdent des actions, ils possèdent parfois de l'immobilier, ils possèdent des entreprises, mais la dette publique ne les concerne pas. Donc, s'imaginer qu'on va remettre en cause leur pouvoir et qu'on va aller à une société moderne comme ça, une meilleure comme ça, en répudiant la dette, je pense que pour le coup, c'est vraiment une illusion. Donc je crois que là, il y a une erreur de perspective qui est peut-être commise par une partie de la gauche radicale qui ne prend pas suffisamment l'impôt au sérieux, c'est-à-dire qu'on a besoin de repenser cette forme de façon radicale, cette forme d'action de redistribution qui est l'impôt. Maintenant, il y a plein d'autres formes. L'inflation peut être redoutablement puissante comme mode de redistribution des richesses, avec à la fin un ciblage social de qui en fait les frais et de qui en bénéficie, qui peut être parfois, qui ne va pas forcément dans le sens qu'on souhaite au départ. Après, sur les formes d'action nationale, internationale, paisible, pas paisible,
franchement, moi, le fond de ma pensée, c'est que c'est difficile de faire c'est difficile d'imaginer un scénario d'union démocratique européenne. Moi, je crois je pense que les institutions européennes actuelles sont totalement incapables de conduire la moindre politique de progrès social ou fiscal dans le sens où je l'envisage. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une confrontation d'intérêts nationaux à travers les chefs d'État, dans une règne de l'unanimité qui interdit de faire quoi que ce soit. On aurait besoin d'un parlement démocratique pour un plus petit nombre de pays où la règle de la majorité s'applique et où on peut espérer convaincre les uns les autres d'appliquer des politiques justes et radicales s'il le faut. Les institutions actuelles ne le permettent absolument pas. C'est très difficile d'imaginer un chemin conduisant à des institutions plus démocratiques et sociales qui soit un chemin totalement apaisé. Je veux dire, on aimerait le croire, mais on n'imagine pas. Je pense que, en particulier, un des problèmes, c'est qu'on s'est vraiment habitué pendant trop longtemps au sein de l'Union européenne et des pays européens en général, y compris pour ceux qui n'en font pas partie, comme la Suisse, à avoir le libre-échange et la libre circulation des capitaux en échange de rien du tout. En échange d'aucune régulation collective, fiscale et sociale. Et je pense qu'il faudra forcément passer par une phase où des sanctions commerciales et certaines fermetures sur la circulation des capitaux et des biens et services seront nécessaires. C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer que des sanctions, si les sanctions ne sont pas mises à exécution, alors c'est pas exactement la bombe nucléaire sur la Suisse, mais c'est quand même des formes de sanctions économiques, sociales fortes, et c'est très difficile d'imaginer un scénario où tout ça se passe tranquillement. Oui, en vérité, moi je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que je ne pense pas que la figure de l'ultra-gauche centrant la chose sur la dette et en fin de compte centrant la chose sur une contradiction latente entre les virtualités nationales et la bureaucratie européenne soit pertinente du point de vue de l'analyse de la situation actuelle. Je ne pense pas que ce soit là que se situent les difficultés. Mais enfin, moi je voudrais faire preuve d'un travers de philosophe tout de même. Je reste quand même convaincu que vous installez votre description du retour du capitalisme à son être primordial, établi et déployé au XIXe siècle, interrompu par d'extrêmes violences, par l'expérience bolchevique, par les guerres pendant un temps et reprenant son cours. Vous l'accompagnez vous accompagnez tout cela dans une situation de faiblesse idéologique, parce que, en fait, nous vivons malgré tout idéologiquement dans un triomphalisme de tout cela. Un triomphalisme du capitalisme qui a remporté la guerre, finalement, contre l'alternative. À ne pas dire que ce que nous devons reconstruire intégralement, c'est cette alternative elle-même, on est évidemment dans une position semi-défensive, malgré tout. C'est-à-dire, vous dites, à l'intérieur de ce mouvement, qui est un mouvement de retour et d'assomption triomphale de l'idéologie qui va avec, nous pouvons opposer des propositions d'avenir de caractère relativement technique, sans entrer véritablement dans la question de savoir quelles sont les propositions politiques et idéologiques qui soutiennent tout cela. Or, en fin de compte, dans les combats, quels qu'ils soient, on ne peut compter que sur un minimum d'unité de pensée des gens, qui n'ont ni les capitaux, ni la police, ni l'armée, etc. Donc c'est leur unité qui compte, c'est leur unité subjective, quel que soit l'enjeu. Et cette unité subjective, je ne vois pas comment elle peut se cimenter en l'absence totale de toute hypothèse qui serait l'hypothèse d'une alternative globale. Voilà. Et je pense qu'il faut une alternative globale, je ne dis pas au sens d'un modèle précis, préconstitué, etc. Toutes les questions ouvertes que vous signifiez, les formes de propriété, etc., c'est des questions ouvertes, je le sais parfaitement. Mais quelque chose qui affirme, qui dit, qui prononce, au regard même du diagnostic que vous portez, à savoir, en tout cas, ce système-là est hors d'état, dès qu'on lui lâche la bride, si je puis dire, de produire autre chose que des inégalités dramatiques et transmissibles. Mais au regard de tout ça, il faut quand même proposer, ne serait-ce que l'idée, la vision, la possibilité, disons, la possibilité de quelque chose qui soit radicalement d'une autre nature. Alors,
peut-être ne faut-il pas reprendre la phrase de Marx dans le manifeste sur lequel la totalité de son programme se résume en une seule phrase, abolition de la propriété privée. Mais enfin, il faut d'abord toucher quand même à cette vache sacrée, d'une manière ou d'une autre, vous le faites d'ailleurs, vous venez de le faire en tout cas, mais il faut plus que cela, il faut nourrir la conviction politique, organisée, collective, que cette organisation de l'économie exige quand même qu'on pense, qu'on se figure, qu'on propose une possibilité alternative, et que malgré tout, la situation actuelle, c'est dans la défaite historique du modèle effectif de cette alternative, un creux quand même, qui fait que tout semble devoir repartir de l'analyse détaillée du capital. Alors, je pense que l'analyse détaillée du capital, son histoire, etc., telle que vous la faites, est indispensable. Mais on aimerait, enfin j'aimerais en tout cas, qu'elle soit davantage polarisée, si je puis dire, aimantée comme ça, par quelque chose qui serait susceptible de recréer, non pas seulement une figure de discussion technique sur les mesures nécessaires, qui, de toute façon il y aura de telles discussions, mais quelque chose qui serait quand même comme la possibilité d'une unité de pensée et de constitution de collectifs d'action qui porterait malgré tout à la fois cette hypothèse et le débat à son propos, et les figures particulières qu'elle incarne. J'ai quand même le sentiment que quand on n'a pas cela, et on l'a pas vraiment dans votre livre quand même, quand on n'a pas cela, on a l'idée que d'un caractère, on a un certain sens inéluctable de ce retour en arrière dès que les grandes catastrophes sont terminées, finalement. C'est-à-dire que dès que la situation est légèrement pacifiée, on n'a plus Staline, on n'a plus le bolchevisme, mais on n'a plus non plus le nazisme, on n'a plus les guerres mondiales, en tout cas elles ne sont pas à l'ordre du jour, peut-être qu'elles vont revenir, ça c'est une autre affaire, peut-être qu'elles vont revenir. Si le retour est le retour à 14, on verra bien. Mais on n'a plus tout cela, et alors quand on n'a plus tout cela, on a quand même une figure du mouvement naturel, tel qu'il est installé. Ce mouvement naturel, c'est celui de la machine très spécifique à produire des inégalités terribles, qui peuvent être terribles, qui est le capital dans son histoire. Or, je pense que c'est pas un hasard si, d'un bout à l'autre de leur combat, les révolutionnaires modernes, c'est-à-dire ceux qui se sont attaqués au capitalisme, je parle de ceux-là, ont dû toujours être aussi des idéologues, des philosophes, des gens porteurs d'une vision ample et générale, et que c'est toujours dans ce cadre-là qu'ils ont organisé, ou tenté d'organiser les luttes que vous savez, que vous déclarez vous-même être inévitables et indispensables, puisque vous admettez que rien de tout cela ne va se passer par les victoires électorales de la social-démocratie, dont nous savons quand même maintenant de quoi elles sont porteuses. On en revient à cette question. Est-ce qu'on peut exercer un certain contrôle sur le capitalisme globalisé sans en passer par un conflit qu'on pourrait qualifier de conflit de classe quasiment, sans une polarisation extrême, une polarisation stratégique de la vie politique. Voilà. Oui, non, mais moi j'essaye de contribuer à l'émergence de cette nouvelle idée communiste, comme vous l'appelleriez vous, mais bon, après, je fais ce que je peux, et j'attends avec impatience les prochaines contributions au débat. Comment dire, je pense que réfléchir au caractère temporaire de la propriété, sa remise en cause permanente dans le temps, à un rythme éventuellement très rapide, n'est pas une question technique. Et que c'est une question qui va assez au fond de ce qu'est la propriété, son rapport avec le temps, et donc je pense que c'est pas seulement technique, et je pense que quelles que soient les formes que prendront les mouvements sociaux et les luttes de l'avenir, cette question est importante, et donc j'essaye de contribuer à cette réflexion conceptuelle sur la façon dont on peut organiser la propriété, sa limitation, et en même temps, je me fais pas d'illusions sur le fait que, comme je l'indique à la fin du livre, les formes concrètes de la démocratie et de la limitation de la propriété et de son pouvoir sur les vies sont encore et toujours à réinventer, et je pense quand même que
voilà, ce type de livre peut contribuer à faire avancer cette réflexion. L'alternative globale, enfin, je sens par moment, vous trouvez que je donne trop d'importance aux guerres et aux chocs externes, par moment que j'en donne pas assez. Enfin, je sais pas comment dire. Je trouve que j'essaye de trouver un équilibre entre la description d'un processus historique qui se fait toujours dans la violence et la réflexion sur l'après. Oui. Hein, et sur cette voilà, si on avait cette agora mondiale, une communauté politique mondiale, et qu'on pouvait débattre à l'infini sur la façon d'organiser la société et la propriété, à quelle forme institutionnelle arriverait-on? Et j'essaye aussi de poser cette question-là. Et en même temps, cette agora n'existe pas, cette communauté politique mondiale n'existe pas, et les choses se feront avec des invasions de pays pétroliers par d'autres. Et j'essaye aussi de faire vivre cette réalité-là dans une histoire du capital que j'essaye d'écrire comme une histoire multidimensionnelle, c'est-à-dire à travers ces métamorphoses des différentes formes de la propriété, des propriétés rurales jusqu'au capital pétrolier moderne, avec le capital financier, le capital transnational, que par-delà ces métamorphoses, il y a des logiques qui se répètent et qui reviennent, et en particulier ce rapport entre le rendement du capital et le taux de croissance, qui est une réalité qui existait avant le capitalisme industriel et qui existera après le capitalisme industriel. C'est-à-dire que la forme concrète du capitalisme par la grande industrie, la société industrielle, n'est qu'une des formes à un moment donné, mais j'essaye de montrer que cette histoire du capital, il faut la prendre depuis bien avant, il faut la continuer après, mais il n'y a rien d'inéluctable là-dedans. Je pense qu'après, voilà, les institutions démocratiques permettant de repenser cette prise de contrôle collective de ces processus est largement à réécrire. Et je pense que le simple fait de dire qu'elle est largement à réécrire et que le débat n'a pas été clos par la chute du mur est un élément insuffisant, mais un élément de ce mouvement. Je voudrais redire, si vous me laissez encore quelques minutes, mon point de vue. J'ai même qualifié votre livre d'adjectif épique. Donc je ne suis pas du tout en train de vous accuser d'être un technicien laborieux. C'est pas du tout ça. Au contraire, ce qui me frappe, je partais du sentiment contraire, c'est-à-dire de la force avec laquelle vous montrez l'invariance, en fin de compte, de la forme. Puisque, partant de la contradiction en question, c'est-à-dire le rapport entre taux de profit et taux de croissance, vous montrez, en fin de compte, que contrairement à ce que tout le monde dit aujourd'hui, la figure du rentier n'est nullement morte. C'est-à-dire qu'en définitive, l'entrepreneur lui-même a un devenir rentier inscrit dans la différence que vous spécifiez, et par conséquent, la vieille nature du capitalisme, en tant qu'on le critiquait comme étant le règne d'une minorité de propriétaires potentiellement rentiers sur une masse de salariés, n'est tempéré dans votre livre que par ce que vous indiquez à un moment, ce qui est très important aussi, mais qui serait une autre discussion, la constitution, à partir des dernières décennies, d'une classe moyenne susceptible d'être solidaire, finalement, des patrimoniaux dominants. Ça, c'est vrai. Ce serait une autre analyse politique. Voilà, on n'a pas le temps de la faire, on est déjà hors norme. Mais oui, c'est ça. Et je me demandais simplement si ce n'est pas compliqué, en tout cas, d'avoir d'un côté une espèce de ténacité invariante de la figure historique dans ses mutations successives, mais aussi dans son invariance d'un côté, et de l'autre, n'avoir que une affaire dont tout le monde estime qu'elle a échoué. Voilà. Là, c'est quand même une dissymétrie mentale que je trouve périlleuse. La réponse que j'essaie d'esquisser à ça, c'est d'essayer de contribuer à une démocratisation aussi du savoir économique. C'est-à-dire, je pense que la coupure qui a trop souvent régné au sein des intellectuels, des chercheurs, abandonnant l'étude des questions économiques trop souvent à d'autres, est aussi responsable d'une partie de ces blocages. Et donc, je pense que si on veut pouvoir repenser la façon dont la démocratie, les institutions démocratiques peuvent reprendre le contrôle de ce système capitaliste, il faut aussi passer par cette démocratisation
du savoir économique qui d'ailleurs pour moi n'existe pas. Enfin, l'économie n'existe pas. L'économie, mais c'est-à-dire, la responsabilité en incombe, je pense, autant à tous ces économistes qui qui ont prétendu disposer d'une science différente, etc., mais aussi à tous ceux qui les ont laissés faire. Parce que trop souvent, une bonne partie des intellectuels, voilà, ont laissé ces questions sans s'en emparer vraiment comme objet concret, et comme donc. Voilà, moi, comment je pense que on peut aussi de sortir de cette contradiction. C'est l'intérêt que votre livre ait été écrit et soit si complètement lu, de fait. Merci. Merci Thomas Piketty de nous avoir rendu visite. À très bientôt pour une nouvelle édition de Contre-courant.